Bonjour, bienvenue dans cette session RGPD ou GDPR. Donc, on va partager avec vous une lecture de la réglementation générale pour la protection des données qui va s'imposer à nous dans un mois. Et donc voir sur des aspects légaux et puis après sur des aspects techniques en termes d'algorithmique. Comment accompagner au mieux ou à gérer en fait cette compliance, ce respect de cette nouvelle réglementation. Donc déjà, qui sommes-nous? Donc nous sommes membres d'un lab IBM qui est basé à Paris. Et donc nous sommes architectes développeurs sur une ligne de produits qui fait de l'automatisation de la décision. Donc c'est de l'automatisation de la décision qui s'adresse essentiellement à des services financiers, banque, assurance, mais également de la Eurocopter ou en fait des sociétés en fait dans des domaines industriels. Et donc nous faisons de l'IA symbolique donc pour déterminer quelle est votre éligibilité sur une demande de prêt, sur une demande de service e-gov, du pricing, de la détection de fraude. Donc, lorsque vous faites une transaction bancaire avec votre carte bancaire, si c'est du Mastercard ou un autre, il y a une grande chance que vous utilisiez ce genre de techno et ce genre de produit. Donc, Laurent Gratteau, développeur et architecte, et puis donc Pierre Fayet moi-même sur ces rôles-là. Alors déjà, vu que nous sommes dans une thématique légale et réglementaire, chez IBM, nous aimons les disclaimers. Et donc nous avons un très beau disclaimer en fait, qui dit en gros deux choses. Donc il n'y a pas de commitment sur des dates, donc ça tombe très bien, il n'y a aucune date communiquée dans cette présentation. Et le deuxième, c'est l'interprétation, on va dire, que nous avons sur le GDPR n'engage que nous. Et donc après, c'est à vous de forger votre interprétation et de faire cette compliance GDPR. Disclaimer habituel. Alors l'agenda. Donc ce que l'on vous propose, c'est faire un tour de cette nouvelle réglementation, de voir les aspects, de zoomer après sur les aspects algorithmiques. Donc tout ce qui est protection des données, données privées, en fait, c'était déjà connu dans une directive existante, mais le GDPR prolonge, donc accentue le cadre sur le respect de la vie privée, en fait, sur la manipulation des données, et également prolonge sur le côté algo, ce qui est nouveau. Des bonnes pratiques donc, qui peuvent être intéressantes pour cette compliance GDPR. Une démo d'automatisation de la décision où on voit en fait, comment on peut avoir une traçabilité des données que vous manipulez en entrée, en sortie de vos prises de décision automatiques dans vos systèmes. Et puis après, on va sortir un petit peu du cadre purement en fait, GDPR pour aborder les aspects d'IA explicables. Alors tout d'abord, donc là c'est le GDPR ou RGPD en français. Donc c'est une régulation européenne qui a été votée et qui a démarré il y a 2 ans à peu près, 2 ans moins 1 mois. Donc il y a eu une période de latence pour que les sociétés se préparent à ce nouveau règlement. Et donc le 25 mai, dans un mois, toutes les sociétés en France, mais également des sociétés étrangères qui traitent des données qui ont une vie dans l'enceinte européenne. Donc cette réglementation démarrera avec des contraintes. Donc aujourd'hui, on a une Data Protection Directive, en français je ne sais même pas comment on dit, donc qui date de 1995 et le RGPD ne fait qu'étendre, subsume, c'est pas très français non plus. Override, tu veux dire. dire. Oui, c'est ça, oui, override. Donc la DPD. Donc tout ce que vous connaissez aujourd'hui reste vrai, mais c'est renforcé par la RGPD. Donc la directive précédente, en fait, il y avait donc, une petite nuance légale entre les directives et les réglementations. Les directives de l'Union européenne doivent être transposées dans chacun des pays par un article de loi. Donc,
Et par contre, les réglementations, elles s'imposent à la date prévue à tous les pays, et il n'y a pas de nouveaux articles de loi qui sont nécessaires. Donc là, le 25, c'est vrai pour tous les 28 pays de l'Union européenne, cette réglementation rentre en vigueur. Alors, y compris pour le Royaume-Uni, et donc même s'il y a eu un vote pour un Brexit, le Royaume-Uni en fait s'est engagé à rester dans le respect du GDPR. Donc là, sur cette réglementation, donc c'est de la compliance, du respect de cette réglementation. On parle protection des données, donc sécurité et privacy, en fait, côté privé en fait, de la donnée. Et donc il y a une définition qui est un peu différente en fait, de la définition américaine de ce qu'est une donnée, américaine, de ce qu'est une donnée privée. Alors, en quelques mots, donc il y a un engagement, on va dire, assez contraignant à respecter le GDPR à partir du 25 mai, parce que si vous n'êtes pas compliant, vous risquez une amende significative, donc max de 4% du chiffre d'affaires mondial de votre société, ou un max en fait de 20 millions. Et ça, c'est par incident. Donc, vous avez 3 incidents, vous multipliez par 3. Donc c'est une manière d'encourager les sociétés à être compliant avec ce règlement. Ça a un impact global. Donc toutes les sociétés qui travaillent aujourd'hui, qui sont basées dans la communauté européenne seront sujets en fait, à cette réglementation, mais également toute société étrangère qui va traiter des données de citoyens ou de personnes qui ont une activité en Europe, sur la zone Europe. Donc, par exemple, Facebook, je ne sais pas si vous avez regardé hier, donc, il y a eu une annonce d'un déplacement du traitement des abonnés Facebook. Donc, tous les abonnés européens resteront traités par le Facebook Irlande. Les Américains étaient déjà aux US, donc là, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, tout le reste du monde, Asie, Moyen-Orient, Afrique, etc., eux, en fait, vont se déplacer de l'Irlande vers les US pour être dans un cadre, on va dire, plus ouvert sur la protection de la propriété, de la vie privée. Là, ça peut laisser donc ça veut dire la que porte c'est plus ouverte. Contraignant. En fait. Voilà, donc ça peut être vu par certaines sociétés comme un cadre plus contraignant, le GDPR en fait, que le cadre US. Donc ça s'applique donc sur des résidents, des clients, des employés qui sont actifs en fait dans l'Union européenne. Alors, les données personnelles. Donc là, on parle de données, toute donnée qui est relative à un individu physique qui soit identifié ou identifiable. Donc le identifié, en fait, c'est là des ID, les ID en fait que l'on connaît, il n'y a pas de surprise. Et identifiable, s'il y a une manière de récupérer en fait l'identité par un chemin. Donc on sait que c'est le CEO de cette société à un instant T. Là, en fait, c'est la même chose. Et donc là, les données relatives à cet identifieur, c'est une donnée personnelle. Il y a toujours une notion en fait là de données personnelles et puis en fait une donnée un côté sensible de la donnée personnelle. Donc là, tout ce qui est attaché au profil génétique, aux préférences religieuses, etc. Donc ça, c'est considéré comme une donnée sensible personnelle. Alors, qu'est-ce que ça change en fait pour les citoyens et puis pour les consommateurs que nous sommes? Donc, ça renforce nos droits pour s'informer sur la manipulation de données privées. Donc, quand on va sur un site,
on a plus d'informations sur quelles sont les données que l'on va partager avec le service, comment en fait on y accède, nos droits à la rectification, à objecter au fait. Le RGPD oblige les sociétés à avoir une symétrie entre la facilité de donner un consentement et à le retirer. C'est un petit peu comme sur les abonnements de box ou sur le mobile, il y a une certaine asymétrie entre la facilité d'entrée et la facilité de sortie. Donc là, en fait, par la réglementation, ça doit être aussi facile en fait, de donner et de retirer le consentement. Il y a des nouveautés donc, sur la partie automatisation de la décision. Et donc là, avant, c'était quoi en fait en France? C'était avant Parcoursup, on avait APB. Et donc APB, à un moment donné, il y avait toute une thread de discussion sur la transparence d'APB. Donc, est-ce que nous sommes, entre guillemets, esclaves d'une boîte noire en termes de raisonnement, en termes de prise de décision? Donc, à un moment donné, il y a eu un partage de code source de APB pour montrer comment c'était fait à l'intérieur, même si ça ne donnait pas une réponse, en fait, une explication à une décision qui était prise par APB. Mais ça allait dans le sens d'une certaine transparence. Donc là, cette nouvelle réglementation, elle va dans le sens de vous donner plus de droits sur comprendre, avoir un minimum d'informations sur comment la décision a été prise. Le transfert. Donc là, ça c'est nouveau en fait à ma connaissance, ça n'existait pas dans la directive actuelle. C'est si vous allez d'un service à un autre, vous allez pouvoir demander un transfert de vos données privées. Et donc là, il n'y aura pas de retenue ou de blocage d'un service à un autre. Et donc là, ce transfert en fait est une obligation légale. Alors sur les côtés organisationnels, donc là, il y a deux types d'acteurs que l'on va voir en fait plus précisément après, qui sont les contrôleurs et les processeurs. Donc là, les contrôleurs, ce sont les entités qui décident de quelles données en fait, elles ont besoin pour faire leur traitement, et puis pour quel usage. Et les processeurs, ce sont ceux qui donc, hébergent ou font fonctionner les algorithmes sur les données. Donc tous les deux en fait, vont être responsables pour la détection de fraude ou de breach, je ne sais pas comment ça se dit en français d'ailleurs. Et donc là, avec, à ma connaissance, un engagement de temps, enfin un temps max de 72 heures. Donc là, je pense que ça n'existait pas avant ou c'était en fait plus long. Il y a plus de responsabilités légales. Chaque société doit avoir identifié un Data Protection Officer. Donc si vous n'en avez pas un aujourd'hui ou si une personne n'est pas déjà identifiée pour être l'heureux élu, pour être DPO, donc vous avez un mois pour avoir un DPO dans vos sociétés. Donc tout ce qui est sécurité, données, donc là c'est plus contraignant. Vous avez en fait plus de responsabilités donc, pour les processeurs entre eux lorsque vous avez des échanges entre frontières. Globalement, c'est plus de transparence. Donc il y a plus de transparence pour les citoyens et pour les consommateurs, mais ça veut dire qu'il y a plus de transparence donnée par les sociétés sur la manière dont elles traitent les données et dont elles font du processing dessus. Alors, des concepts de base en fait dans la RGPD. Donc, vous avez la notion de data subject. Donc là, c'est l'individu physique qui est identifié ou identifiable et donc qui va partager des données avec un contrôleur. Et le contrôleur, c'est la société, le service qui va utiliser ces données pour faire un traitement. Donc là, ce sont des données personnelles. Et le processeur, donc, qui va travailler en général avec le contrôleur, ou ça peut être la même société qui peut être à la fois contrôleur et processeur. Et là, donc, ça va être qui va opérer le traitement. Donc la prod, si c'est un hébergement cloud, ça sera du côté processeur. Si vous êtes par exemple dans le traitement, je sais pas, de données pour un suivi diabétique, etc., eh bien là, il y aura un aspect contrôleur sur collecte des informations médicales.
donc savoir ce que vous en faites. Donc la notion de données personnelles et puis le processing. Alors une remarque sur les data subject, ça s'éloigne de la définition américaine. Donc à ma connaissance, par exemple, une adresse IP, avec la définition américaine de PII, ça ne rentre pas comme une donnée perso. Par contre, pour le RGPD, une adresse IP, c'est une donnée perso. Donc, je suis technique et donc je ne suis pas en fait légal, mais à chaque fois que je lis des documents RGPD, ça me fait réfléchir sur la manière dont on conçoit nos systèmes. Donc là, il y a des aspects qui sont, on va dire, très naturels aujourd'hui sur la manipulation de données, sur tout ce qui est en fait réseau, etc. Et avec la RGPD en tête, ça fait réfléchir et ça ouvre pas mal de questions. Alors, deux exemples donc, sur la définition de processeur et contrôleur. Donc là, on a une banque en ligne avec un data subject donc, qui partage des données via une application bancaire sur un mobile. Donc là, il y a un contrat qui le lie avec la banque. Donc on va supposer que la banque est un client IBM sur cette histoire. Et donc là, ce client, en fait, il est relié, il est lié à IBM, par exemple, pour un hébergement cloud avec un autre contrat. Et puis IBM, là, va être le processeur des données. La banque, ça va être le contrôleur. Et puis, il peut y avoir des chaînes de délégation avec des sortes parties derrière qui vont utiliser les données pour d'autres usages. Donc, on peut avoir plusieurs contrôleurs, plusieurs processeurs. Ici, donc, un autre exemple où on a un système RH. Donc là, c'est une collecte interne à la société pour faire du RH. Et donc les données, là on peut faire cette collecte à l'intérieur de l'IT de la société. Et puis derrière, si vous faites par exemple un SaaS, un SaaS RH, vous allez sortir et vous allez travailler avec un third-party vendor. Et donc le third-party vendor va être le processeur. Et avant, vous allez être contrôleur sur vos données RH. Alors il y a des ramifications globales à cette réglementation. Donc là, ça s'applique à tous les contrôleurs et tous les processeurs qui sont dans la zone, dans l'espace européen, et également à l'extérieur de l'Europe. Donc là, un exemple que j'ai lu, c'est si vous êtes une société de voyage américaine et si vous faites un suivi de voyageurs qui passent par l'Europe, qui sont des citoyens américains, eh bien, il y aura une collecte de données en fait, dans l'espace européen et vous serez assujetti en fait, au RGPD. Donc attention, en fait, là, le RGPD ne concerne pas que les sociétés européennes. Sur les définitions de data privacy, donc, vous avez la notion donc, de privacy en fait, qui définit donc, là, les droits des individus à contrôler leur information personnelle. La partie sécurité donc, en fait, pour la protection de ces données. Et donc, dans la RGPD, vous avez la notion, le concept englobant là, de data protection, qui est la sécurité plus encryption, access control. Et la data governance, c'est la manière dont vous allez gérer de bout en bout la traçabilité, le versionnement, les accès à toutes ces données personnelles. Donc c'est le qui fait quoi, à quel moment, pour quel usage, etc. Alors si on zoome sur les aspects algo, donc sur le GDPR, donc à la base c'est orienté données, mais il y a des nouveautés sur le côté traitement. Donc, vous avez plusieurs articles, le 15, le 22, il y a le 9 aussi, et globalement, donc, alors, premièrement, vous avez la possibilité de refuser un traitement algorithmique sur une demande, donc une demande qui est importante pour vous, en tant que citoyen. Donc, à un moment donné, vous pouvez dire, je veux avoir ma demande traitée par un humain, donc ça c'est nouveau.
Mais si en fait vous restez de toute façon dans le chemin automatique, vous avez la possibilité d'avoir un minimum d'informations sur cette prise de décision. Et donc ça c'est nouveau. Et donc retour sur le cas APB en fait en France. Donc si on regarde ces nouveautés du GDPR, et si de l'autre côté on voit tout ce qui est big data, machine learning, en fait de plus en plus de traitement de données, et avec des algos qui sont en fait un peu boîte noire, bien un peu, et ben là en fait on voit qu'il y a quand même un défi devant nous sur l'explication de tout ce qui est IA et de tout ce qui est décision automatique. Donc ça c'est si on prend là l'article 22 et le 9, d'ailleurs en fait là, le RGPD vous avez 99 articles. Donc là, vous avez des contraintes sur des décisions qui produisent donc, là, des effets légaux pour un citoyen. Et donc, cette catégorie de décisions ne doit pas s'appliquer, ne doit pas être basée sur ces données personnelles. Donc là, en fait, c'est tout ce qui est racial, ethnique, opinion politique, religion, etc. Donc ça, là, il y a une interdiction à faire ce genre de traitement. Alors ça on va dire que ça c'est assez facile à comprendre en fait de manière directe. Après, lorsque vous faites du machine learning, vous avez des modèles analytiques, vous avez peut-être une difficulté à vous assurer que vous respectez bien le GDPR avec des dérivations ou avec des effets de bord en fait sur vos données. C'est-à-dire que si on prend un exemple là, que j'ai lu sur un article US, c'est que si vous avez une forte corrélation entre un zip code et une appartenance ethnique, et ben là en fait vous rentrez dans une zone grise en termes de respect du GDPR. Donc là je pense qu'il y aura une jurisprudence ou une manière de juger où se trouve la frontière sur ce genre de données et traitement en fait, de données. Il y a également en fait, les notions de biais. Alors, donc sur tout ce qui est analytique, là il y a je vois un défi. Donc, pour pas mal de sociétés, notamment dans la finance, tout ce qui est réglementation sur les données et sur une traçabilité de la prise de décision, c'est pas nouveau. Donc, aux US, vous avez une norme, par exemple, qui s'appelle HIPAA sur tout ce qui est système de santé. Donc, la RGPD va en fait là dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas une totale nouveauté sur cette réglementation. Donc, par contre, sur tout ce qui est algo, donc il y a quand même on va dire une accélération avec le RGPD en fait sur la zone Europe. Alors, lorsqu'on fait de la prise de décision avec des boîtes noires, donc si par exemple au hasard on fait du deep learning, je vois qu'il y a un certain défi pour déjà en fait identifier quelles sont toutes les features en fait que vous allez avoir en entrée et en sortie. Donner un minimum d'informations à un citoyen ou à un contrôleur et s'assurer donc que si vous avez des features en fait avec des données sensibles, que la prise de décision en fait n'est pas influée par ces features. Donc là, je pense que là, on aura des défis techniques intéressants pour le respect du RGPD. Donc au niveau des algos, donc, là, les algos n'ont pas de biais. Par contre, donc, au niveau des données, la manière dont vous sélectionnez vos données, en fait, vos features, peuvent amener des biais. Donc là, vous avez pas mal d'articles avec des cas concrets où donc là, vous avez en fait, là, ce genre de biais qui peuvent arriver. Même s'il n'y a pas du tout d'intention du programmeur ou du data scientist de faire naître ces biais. Donc là, que vous choisissiez du machine learning, une implémentation en JavaScript ou donc n'importe quel type d'implémentation, il y a un intérêt à comprendre comment votre décision a été prise pour donner un minimum d'informations en cas de contrôle RGPD. Et donc message,
C'est si vous voulez avoir en fait de l'IA dans cette prise de décision, eh bien, regardez du côté des technos qui vous donnent une boîte blanche, une boîte en fait où vous avez des statements qui sont faciles à lire pour un humain et donc pas forcément un réseau deep learning. Donc là, c'est une checklist sur de l'automatisation de la décision. Donc, c'est intéressant dans le cadre du RGPD, c'est intéressant en fait indépendamment de ce cadre. Donc déjà, avoir un inventaire de vos systèmes de prise de décision, alors que ce soit automatique ou pas. D'ailleurs, le RGPD s'applique sur tout traitement et données, même si elles ne sont pas informatisées. Donc, imaginez que vous faites en 2018 tout sur papier, vous pouvez être sujet à un contrôle RGPD. Donc, un inventaire de vos systèmes. Sur chacun des systèmes, savoir quelles sont les données qui sont en entrée et en sortie. Donc, pour s'assurer que vous avez, que vous avez cette traçabilité et que vous avez, en anglais, en fait, un lineage de vos données, en fait, de bout en bout. Donc, toutes les données qui rentrent dans votre système, par où elles passent, avoir une traçabilité, un peu comme une traçabilité en fait dans l'alimentaire ou dans l'agriculture. Donc là, ça s'applique aux données, au traitement de données. Les algos, donc à chaque fois que vous faites une prise de décision, quel est l'algo, est-ce que vous faites un modèle prédictif, un modèle prescriptif, une application JavaScript qui est codée à la main, etc. Donc là, il faut avoir ça dans un référentiel. DevOps, donc lorsque vous faites vivre vos prises de décision, pour l'ensemble des décisions qui vont avoir un impact pour vos clients et pour les citoyens, il faut versionner évidemment, donc à la fois vos modèles de données et vos moteurs. Donc si à un moment donné, vous avez une requête de contrôle et vous ne savez pas quelle était la version de votre algo, vous avez un souci de traçabilité et de justification. Donc là, c'est la base, il faut versionner et avoir un DevOps qui soit clair de bout en bout sur les données et sur les algos. C'est des bonnes pratiques de développement, de toute manière. Voilà, ça fait du sens indépendamment de la RGPD. Donc, décision, donc pour rebondir, pour répondre à une demande de justification, vous avez intérêt à avoir un warehouse de décision. Donc, votre décision sur une demande de prêt, sur autre chose, quel que soit le sujet en fait, de la décision, vous avez un warehouse et vous stockez un état sérialisé de votre décision. Donc avec les données en entrée et en sortie, un bout d'algo ou un bout d'explication, un bout d'information qui décrit en fait pourquoi ou comment a été prise la décision. La cohérence, alors ça c'est pas directement requis par le RGPD, mais l'idée c'est que le RGPD en fait vous oblige ou vous encourage fortement à avoir une traçabilité et un contrôle complet de bout en bout de vos processus de gestion de données et donc de vos décisions. Et si aujourd'hui vous avez un code similaire mais pas le même pour faire le même genre de prise de décision pour votre application mobile et en fait votre site web et ainsi de suite, bien vous aurez à faire en fait ce travail RGPD de manière multiple. Alors que si vous arrivez à centraliser, à dire voilà, j'ai une unité en fait de prise de décision, un algo, une manière en fait de faire avec une signature, avec du REST, etc. en fait au niveau technique. Et après en fait que vous soyez à partir du mobile, de tel portail, etc. Vous accédez au même service, et ça va simplifier en fait et alléger votre coût de compliance RGPD. Alors une série de faire et ne pas faire en fait que l'on a revu. Donc ça c'est sur la base en fait de notre expérience automatisation de la décision. Donc c'est avoir un inventaire, donc savoir si vos prises de décision sont humaines ou automatiques. Et donc par contre si vous ne savez pas du tout en fait déjà quels sont vos services de prise de décision, là vous aurez un souci en fait pour la compliance RGPD. Sur les données, donc, il faut avoir un stockage, une manière en fait d'accéder à vos modèles de données sur chacune des décisions. Les algos, donc avoir en fait une traçabilité, un versionnement.
et un minimum de, on va dire, de connaissance de cet algo pour fournir de l'information sur la prise de décision. Donc, je reviens sur les réseaux de neurones, et j'aime beaucoup le machine learning. Hein. Mais donc là, il y a des propriétés en fait qui rendent, par exemple, là, les deep, là, les réseaux profonds, en fait, un peu challenging pour de l'explication. Donc versionnement, en gros, en fait, là, ça reprend la grille précédente. Alors, quelques tips supplémentaires. Donc, encore une fois, c'est pas directement impliqué par la RGPD, mais ce sont des bonnes pratiques que l'on connaît pour faire en sorte que votre automatisation de la décision on va dire, se porte bien, qu'elle soit facilement testable, simulable, etc. Donc c'est faire des services de simulation, des services de décision qui soient déterministes. Donc le truc qu'il faut par exemple éviter, c'est faire une prise de décision sur l'âge du client ou du citoyen et de récupérer à la volée la date du jour, même si on le fait en fait dans la démo après. C'est une bonne pratique. Parce que là, si vous allez rejouer votre décision avec des données en entrée qui sont serialisées sur un autre jour, peut-être que vous allez arriver à une décision qui sera différente. Donc tout ce qui est temporel ou autre en fait paramètres, évitez de faire des appels à d'autres sous-systèmes ou récupérer la date du jour et essayez en fait d'avoir tous les paramètres qui sont nécessaires à la prise de décision en entrée de votre fonction, de votre service REST. Et donc si vous voulez faire un replay de votre décision, eh bien, vous soumettez toutes ces données et vous arrivez au même résultat. Donc, un service avec un contrat qui soit clair, donc typiquement REST API, ou en fait une fonction dans n'importe quel langage avec donc l'ensemble des données qui sont requises, mais évitons en fait là, les appels à des sous-systèmes en fait avec des call-out ou des appels système. Le replay, donc le replay en fait c'est une bonne pratique pour dire si j'ai tout serialisé en fait, si j'ai mes données, enfin mes paramètres d'entrée pour la prise de décision, si je connais exactement quelle est ma version d'algo, eh bien je peux reprendre à la fois mes données et mon algo et refaire ma décision, et je peux éventuellement faire un step by step, avoir plus d'informations pour un travail de justification. Open tracing, donc on a des collègues qui ne sont pas forcément dans la salle, mais en fait qui travaillent sur ce genre de techno, et tout ce qui est tracing, donc c'est évidemment, comme dirais-je, une composante en fait intéressante pour avoir de la traçabilité et de la transparence sur vos manipulations de données et algo. Donc là, on passe maintenant sur un volet démo, et puis après on reviendra sur un aspect slide. Merci Pierre. Donc, pour illustrer les recommandations qu'on vient de faire, donc on va prendre une application qui fait des approbations de prêts. Donc en point d'entrée, on va avoir soit du mobile, soit du web, soit du back-end. On va faire appel à notre service d'approbation de prêts par des requêtes REST. Donc on aura implémenté pour la réglementation notre code pour qu'il puisse envoyer des traces dans un data warehouse. Donc ça peut être un log store, ça peut être un data lake, peu importe. Le principal, c'est que les logs là, de décision soient mis quelque part. Et donc pour cette démo, on a identifié tout un tas de champs qui sont nécessaires pour être compliance. Donc par exemple, on va devoir générer ou passer en entrée un ID. Donc là, on l'a appelé transaction ID. Alors, on va avoir un autre champ qui s'appelle service version. Donc ça va correspondre à la version de notre source code initial. Donc au préalable, il va falloir versionner le source code. Donc ça peut être dans GitHub une release, un tag, peu importe. Ou si vous avez des repositories custom, versionner votre source code, quoi. Éventuellement, l'algorithme utilisé, comme on en parlait précédemment. Si vous pouvez aussi les paramètres d'entrée et de sortie.
et un minimum de détails sur comment on a pris la décision. Donc alors là, on va rentrer un petit peu dans du root, c'est-à-dire qu'on va faire du REST avec un outil REST, quoi. Donc là, on a un outil qui prend, donc on a du JSON en entrée, on a notre prêt, donc avec la somme, on a notre client qui souhaite faire un prêt à notre banque préférée. Et alors, donc, tout ça, c'est des données en entrée de notre applicatif, de notre service de décision. Et après, on a rajouté un objet qui s'appelle TraceFilter, qui va nous permettre d'activer plus ou moins des traces, parce que peut-être que le client va vouloir ne pas être tracé. Donc, Pierre l'a mentionné tout à l'heure. Donc, on va pouvoir, grâce à cet objet, demander plus ou moins de détails. Donc, je fais l'exécution. Et en retour, je vais avoir le résultat de l'approbation ou du refus du prêt. Donc là, on va voir que le prêt est approuvé, oui, super. Et donc, on va se retrouver avec notre décision ID qui correspond en fait à notre transaction ID. Et donc maintenant, il y a un client qui va nous demander, moi je voudrais avoir un peu de transparence sur pourquoi mon prêt a été approuvé. Donc généralement c'est plutôt l'inverse, hein. Il est refusé et on veut savoir pourquoi. Donc je vais faire une query sur mon data warehouse. Donc je vais lui copier-coller le nom de ma transaction ID. Et donc là, je vais me retrouver avec tout un tas d'informations qu'on a stockées. Donc, on a dit qu'on avait besoin de... Alors ça, je vais y passer vite fait. On avait besoin de la version de notre application. Alors nous, dans notre payload, ça s'appelle route 7 pass. Et on a la version de l'applicatif qui nous a pris la décision. Et on a stocké aussi tout ce qui est paramètres d'entrée de notre service de décision. Donc là, il est stocké en XML, mais il pourrait être stocké en JSON. Et aussi, alors je vous fais voir ça. Donc ça, c'est de l'instrumentation interne au service qui a pris la décision. Donc je vais vous faire voir comment on revient maintenant. Alors notez bien cette string. Donc validation.borrower.check SSL number. Donc on va revenir, je vais ouvrir mon browser. Donc là, ce qui tourne, nous, c'est le produit sur lequel on travaille, où c'est de l'IA symbolique. Donc l'équivalent d'une classe Java, c'est codé en règles métiers, qui est donné à aux utilisateurs métiers, en fait. Et du coup, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le source code devait être identifié et on devait pouvoir revenir à la version du source code. Donc là, c'était bien un 0 qu'on a déclenché. Et on va ouvrir, on va aller browser, on va pouvoir expliquer pourquoi et par où on est passé. Donc tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait une règle. C'est un peu... La définition un peu... Ouais, un peu... réduite. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Alors, ça a du mal à... déjà, on va pouvoir faire voir peut-être l'opération. Ah ouais, c'est vraiment petit. Ouais, je vais essayer. Voilà, super. Ouais, donc par exemple, on va ouvrir une règle business et comme on est passé dedans, on va pouvoir expliquer, c'est parce que voilà, vous avez peut-être un score qui ne convient pas à votre profil. Donc par exemple, je vais faire un exemple où je vais changer l'âge du capitaine. Donc le capitaine, il va être né en 1687. Et je vais lui
Je vais faire une query du coup sur mon data warehouse, encore avec cet ID. Hop. Et là, on va voir qu'on est passé dans une règle qui s'appelle check edge. Donc check edge, en fait, normalement, on devrait la retrouver ici. Et voilà. Et du coup, là, on s'est expliqué de pourquoi le prêt a été refusé. C'est parce que eh bien, il ne convient pas aux critères, c'est-à-dire qu'il est trop vieux, en fait. Voilà. Donc, Pierre, ouais, oui, je te switch. C'est bon. Vas-y, ouais. Alors ici, en fait, vous avez des... Donc là, ce que Laurent n'a pas dit, c'est que le service, en fait, là, il est implémenté avec un Docker container. Donc vous pouvez utiliser ce genre de techno. Donc en ligne, là, il y a un éditeur de règles. Donc là, c'est un formalisme qui s'appelle DMN. Donc c'est à la fois, c'est fonctionnel et c'est pour du design de logique de décision. Et puis derrière, vous pouvez exécuter directement en fait dans ce mode SaaS, ou alors vous pouvez déployer vers un container Docker ou vers une solution on-prem. Donc vous avez le container Docker pour ce produit qui s'appelle ODM, dispo sur Docker Hub. Et vous avez également les Dockerfiles et les scripts de déploiement Kubernetes en fait, qui sont dispo sur notre GitHub. Ça, en fait, très rapidement, donc c'est un travail de thèse que l'on a mené pendant 4 ans avec l'École centrale et l'UPMC. Et c'est aller un cran plus loin, c'est-à-dire au lieu de dire que vous allez avoir des outils de trace pour savoir en fait quels sont là les éléments. Donc, dans notre cas, en fait, des règles, ça peut être aussi un moteur de workflow ou ce type de moteur. Au lieu en fait de tracer et dire je suis passé par là. Donc c'est une manière assez basique d'avoir une forme de justification, d'explication, mais c'est pas encore en fait de l'explication pour moi. Enfin, là c'est de la trace, mais c'est un degré inférieur. Donc là en fait on a fait une thèse pour savoir comment on peut écouter un moteur de décision et puis construire un modèle causal. Et il y a sur toutes les prêts en fait machine learning ou système, modèle prédictif. Ça repose essentiellement sur de la corrélation, alors qu'il y a beaucoup d'aspects en fait qui sont par exemple liés à de la compliance, avec des aspects légaux, où en fait ça repose sur de la causalité. Donc vous avez envie de savoir pourquoi. Et donc avec du machine learning, vous pouvez dire A et B je les vois ensemble, donc il y a 80% en fait d'avoir 80% de chances d'avoir B si j'ai A. Mais vous ne savez pas si B est causé par A ou si c'est un fait du hasard en fait, dans votre dataset. Donc, avec cette thèse, on a construit des modèles théoriques sur la théorie de Halpern. Et en fait, vous arrivez à ce genre de visualisation derrière, donc, avec un arbre de cause, et ça ressemble aux arbres de défaillance. De manière plus large, vous avez un mouvement global en fait, qui s'appelle XAI sur de l'IA explicable. Donc, on a fait beaucoup de progrès sur de l'IA en fait, qui est essentiellement black box, donc tout ce qui est deep learning and co. Et maintenant, vous voyez même en fait, au niveau du DARPA, une initiative pour comprendre l'IA. Donc, comment avoir quelque part le meilleur des deux mondes, avoir de l'apprentissage, avoir des systèmes d'IA qui soient très puissants, mais qui soient en fait explicables pour des humains. Et là, il y a encore une fois en fait un défi à la fois de technique et un défi de recherche. Avoir en fait la thèse, le papier en fait qui s'appelle LIME et qui est intéressant et justement qui permet d'avoir une approche scientifique pour expliquer n'importe quel modèle de ML. Donc également, donc là le dernier point, c'est l'IA. Donc c'est pas que du deep learning ou c'est pas que du machine learning. Et vous avez en fait d'autres branches d'IA, notamment la partie symbolique où vous avez des règles et d'autres artefacts. Donc en takeaway, le GDPR, donc ça arrive. Donc dans un mois, donc assurez-vous que vos sociétés soient informées, sensibilisées au GDPR. En France, ça sera la CNIL qui sera le garant, l'agence de contrôle du GDPR. En Angleterre, ça sera ECHO, etc. Donc chaque pays en fait aura un contrôle. Il y a un changement, donc c'est pas comme le bug de l'an 2000, hein, donc c'est pas en fait one shot.
en termes d'aménagement, mais vous aurez il faut prévoir en fait un changement dans le long terme des systèmes d'information. Donc pour que ce soit qu'il y ait une data privacy by design. Donc de toute façon, ce respect, ça sera important, clé pour garder la confiance avec les clients et les partenaires. Et de manière donc plus générale, il y a un défi en fait d'explication de l'IA pour une acceptation dans les sociétés. Donc pour revenir en fait à APB ou autre chose, on peut accélérer sur une digitalisation, mais en fait dans cette digitalisation, il va falloir expliquer pour que les gens acceptent. Donc quelques liens, GDPR. Allez voir les liens de la page de la CNIL. Là, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'en fait, on n'a pas le temps dans les 30 secondes qui nous restent. Mais en fait, c'est plutôt bien fait. Donc là, il y a pas mal de pages en fait, qui expliquent aujourd'hui. Vous pouvez aller voir en fait, du côté d'IBM. Vous avez un point de vue et puis vous avez aussi en fait, des possibilités d'aide en fait, sur la compréhension, sur l'outillage du GDPR. Donc quelques liens également en fait, sur la recherche. Merci pour votre attention. Merci. Si vous avez des questions, très rapidement, nous sommes dispo. Okay ? Merci à vous.